Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission de La Zone Sport, l'émission hebdomadaire qui décrypte toute l'actualité sportive. Aujourd'hui, on tourne ce podcast en plein multiplex de Première Ligue. Donc là, on a les petits matchs sur le côté. On a Elias qui est fervent supporter de Manchester City qui est en plein stress car il y a un partout entre Brighton et Manchester City. Nous, avec Zephyr, on suit ça avec un regard un peu plus extérieur, mais ça nous intéresse, donc on le laissera sur le côté. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de la CAN quand même. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. On n'en a pas parlé depuis 2 semaines. Là, on a eu les huitièmes de finale avec de nombreux chocs comme Algérie-Congo hier. On va aussi parler dans cette émission d'Arthur Fils qui a annoncé qu'il ne participerait pas à la tournée australienne. Donc Zephyr nous parlera de ça. Pendant ce temps, Dominique Calvert-Lewin vient de marquer pour Leeds, donc je vous tiens un peu au courant en même temps. Donc Elias, déjà bonsoir, et est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce qui s'est passé cette semaine pendant la Coupe d'Afrique des Nations? Égalisation de Chelsea en même temps, je tiens à le préciser. Ah là là, quel sujet. Écoute, bonsoir tout le monde. Effectivement, là, on a eu les huitièmes de finale de la CAN. C'était quand même très attendu. Et ce qu'on peut dire, c'est que les favoris, ils n'ont pas déçu en fait. Les favoris n'ont pas déçu. Le Nigeria 4-0 maintenant, qui est figure de proue en fait. C'est l'équipe la plus terrifiante de cette compétition au vu des performances qu'elle affiche. Ensuite, on a le Maroc qui s'est imposé quand même dans le dur, où ils ont concédé de grosses occasions contre la Tanzanie à 1-0. Le Sénégal a fait le job après être mené contre le Soudan et ils ont gagné 3-1. Pareil pour l'Égypte qui s'est fait peur, qui allait en prolongation, qui a gagné 3-1 après prolongation avec un but de notamment de Salah pour finir le match. L'horrible Mali-Tunisie qui est vraiment le pire huitième de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Mali qui s'en sort miraculeusement au tir au but. Et ensuite le Cameroun qui était quand même en patron, même s'ils se sont fait peur à la fin du match contre l'Afrique du Sud, qui était pour le coup un des huitièmes de finale les plus relevés. Et donc là maintenant on se dirige vers les quarts de finale et ça va être très excitant à suivre, puisque on a un Maroc-Cameroun notamment qui se profile et un Nigeria-Algérie du coup. Pardon, j'ai oublié de parler de l'Algérie qui s'est qualifiée bien évidemment contre la République démocratique du Congo 1-0 au terme d'un match assez fou, un match où on s'est ennuyé, mais avec un banger à la fin. Donc voilà, et puis la Côte d'Ivoire également qui s'est qualifiée tranquillement face au Mozambique. Donc voilà, oui, non. Non, Si, c'était pas face au Burkina Faso. face au Burkina Faso, pardon, face à leurs voisins. Donc voilà. Mais du coup, voilà, gros quart de finale en approche. Donc je sais pas, par contre, moi je veux ressortir un joueur, Arthur, je sais pas toi, mais les Zéphyr aussi. Mais c'est Ademola Lookman, honnêtement, et cette équipe du Nigeria qui continue de m'impressionner. Lookman, on rappelle, c'est 3 buts, 4 passes décisives. Dans cette CAN, il lui fait crack. Hein. La CAN, clairement, on attendait des joueurs marocains, des joueurs sénégalais. Mais comme Zéphyr l'avait bien vu, il avait eu la vision sur Osimhen, pas sur Lookman, mais il avait eu la vision sur le Nigeria. Et Lookman, là, il est en train de faire des choses très très graves. Et ce Nigeria-là, va falloir clairement surveiller Arthur parce que ça va être dur de les sortir. Il y a peut-être un Maroc-Nigeria en demi-finale. Attention. Écoute Elias, d'abord il y avait un truc que j'avais pas précisé dans l'intro, mais vous avez vu, on augmente un peu de standard, on a un micro maintenant pour nous accompagner dans ce podcast. D'ailleurs, égalisation de Tottenham en même temps, je vous commente un peu les matchs. Mais en tout cas, oui, le Nigeria, moi j'ai été totalement impressionné par leur performance en huitième de finale. Surtout du trio offensif Adams, Osimhen et Lookman. Lookman, quand même, tu l'as pas précisé, mais c'est en 4 matchs seulement qu'il est à 7 goals assists. C'est simplement extraordinaire. Même Osimhen qui a 3 buts, je crois. Donc c'est un trio offensif qui est en plus accompagné de Chukwueze sur le banc. Donc il y a en plus un réservoir dingue pour les Nigérians. On avait quand même un peu peur pour le Nigeria qui a eu du mal pendant les éliminations de la Coupe du Monde contre le Congo, qui a été éliminé par le Congo. Donc on se disait ça va être compliqué pendant la CAN. Néanmoins là, ils prouvent que c'est limite, ils reprennent leur place de favoris, en tout cas au même au niveau que le Sénégal et le Maroc. Là, les Algériens qui ont quand même très très peur, je pense, en quart de finale face au Nigeria. On suivra ça avec attention. Donc on a un gros choc en quart de finale entre l'Algérie et le Nigeria. J'aimerais bien avoir vos petits pronos après sur ce match. Mais
Moi, actuellement, surtout quand on voit la défense algérienne qu'on a vue face au Congo, je vois pas comment ils pourront stopper le trio nigérian. Après, un aspect quand même compliqué pour le Nigeria, c'est un peu l'inverse de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre dans les deux équipes, où le Nigeria, bah, il y a un très gros côté offensif, mais un côté défensif qui est quand même bien moins fort, comme au Congo, où il y a une grosse défense menée par Chancel Mbemba, mais une attaque beaucoup moins enfin, flamboyante, comme on l'a vu contre l'Algérie. Donc c'est pour ça que l'équilibre entre attaque-défense, c'est là ils vont devoir essayer de trouver un juste milieu. Parce que des équipes comme le Maroc ou le Sénégal, qui eux sont dans les deux côtés, sont très performantes, elles vont peut-être sur le long terme avoir plus de réussite. Donc Zéphyr, est-ce qu'on pourrait avoir ton avis sur ton chouchou de la compétition, le Nigeria? Et si tu pourrais nous donner un petit prono sur les quarts de finale, ça pourrait être intéressant. C'est vrai que moi j'avais parlé du Nigeria avant le début de la CAN, et là ils performent bien avec des bonnes victoires. Mais l'Algérie a quand même fait une phase de poule très intéressante avec 3 victoires en 3 matchs, des victoires plutôt larges. Donc ce match peut être très ouvert avec plusieurs surprises. Mais moi je vois bien quand même le Nigeria parce qu'on voit souvent, sur les matchs d'Afrique, on voit souvent des joueurs qui sont des game changers et qui permettent de faire gagner ces matchs. Et tu l'as dit Elias, ou tu l'as dit Arthur, c'est les joueurs comme Osimhen, comme Lookman, qui ont plus l'habitude de performer encore au très haut niveau. Et on voit Lookman, il a fait une finale de Ligue Europa il y a 2 ans qui était juste fabuleuse. Et Osimhen, il a l'habitude de faire des différences, d'être là dans les gros matchs avec Galatasaray, avec Naples il y a quelques saisons. Et pour moi, c'est ça qui va faire la différence dans le match et qui va permettre au Niger. Elias. Bon, continue Zéphyr, on aura la réaction d'Elias Frayeur. Il plus nous tard. expliquera sa frayeur. Oui, donc le Nigeria qui pour moi est favori dans ce match, mais avec, comme vous l'avez dit, des attaques meilleures à ses défenses dans ces deux équipes, ça peut être un match très ouvert avec beaucoup de buts. Elias, fais-nous part de Ouais, tes... bah, désolé, ma réaction était suite à un gros raté d'Haaland. Ouais, c'est clairement, ouais, il a clairement raté une très très grosse occasion. Grosse passe de Mais Cherki à noter, hein. ouais, Cherki lui a fait la passe. Mais pour revenir sur le Nigeria, moi aussi je les vois gagner honnêtement parce que c'est offensivement en fait, ils sont dans l'optique de marquer un but de plus que l'adversaire et je pense qu'à ce petit jeu-là, ils vont être très durs à bouger. Donc honnêtement, moi le Nigeria, je les vois également passer contre l'Algérie. Mais pour revenir aussi sur une équipe dont on ne parle pas assez, à mon avis, c'est la Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont quand même des joueurs de très grande qualité. Et hier, bah, c'est Diomandé à Leipzig et Amad Diallo à Manchester United, les deux jeunes là sur leur côté respectifs qui ont fait un carnage contre le Burkina Faso. Amad Diallo, il a été buteur puis passeur. Et Diomandé a marqué également son petit but. Donc ouais, la Côte d'Ivoire, pour moi, c'est aussi une équipe à surveiller parce qu'elle fait son petit bonhomme de chemin. C'est le tenant du titre. On le rappelle quand même s'ils n'ont pas Sébastien Haller, bah, honnêtement, c'est quand même très fort avec un gros caissier au milieu de terrain. Attention à la Côte d'Ivoire parce que c'est une équipe clairement qui pourrait se frayer un chemin en demi-finale. Donc attention de les voir contre l'Égypte. Là, ça va être assez intéressant. On sait que l'Égypte a une grosse expérience à la CAN, hein. C'est eux qui en ont gagné le plus, tout simplement. Donc, ça va être un très gros match. De toute façon, il n'y a que des grosses affiches dans cette CAN et c'est pour ça qu'elle est aussi attrayante à suivre. Honnêtement, là, il va falloir se brancher dans la télé parce que ça va être assez intéressant. Zéphyr, je sais pas, tu voulais revenir sur quelque chose, peut-être par rapport à la Côte d'Ivoire, leur se frayer un chemin, peut-être? La Côte d'Ivoire, en plus, ça fait un huitième de finale éclatant hier avec une belle victoire 3-0. Et j'ai vu le match de l'Égypte quand même contre le Bénin, c'était quand même un petit peu du gras football. Enfin, c'était pas très positif le niveau de jeu de l'Égypte, ça rassurait pas du tout. Et sur l'autre quart de finale dont on n'a pas encore parlé, Sénégal-Mali. En fait, le Mali, je sais pas pourquoi, je crois qu'ils ont leur bonne étoile. Ils n'ont toujours pas gagné un match, mais je les vois bien continuer comme ça, continuer sur une lancée de matchs catastrophiques. C'était cataclysmique hein, leur niveau de jeu lorsqu'ils ont joué leur huitième de finale contre la Tunisie. Et c'est cataclysmique, mais ça passe. Ils ont fait 4 matchs nuls en 4 matchs. Ils ont gagné leur huitième de finale au penalty. Je sens que cette équipe malienne peut faire de grandes choses tout en étant nulle. C'est terrible, hein, mais
égaliser 2-1 pour Fulham à l'instant contre Chelsea. Ouais, et aussi énorme occasion pour Aston Villa, mon club de cœur, donc on est un peu dégoûté de d'autre côté. Mais pour revenir sur le Mali, c'est vrai que sans Sinayoko, ce serait quand même très très effrayant à voir. On aurait une équipe à peu près du niveau National 2 ou National 3, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, un truc sur lequel je voulais revenir, c'est déjà que dans cette CAN, on a quand même les gros favoris qui nous dé- déçoivent, entre guillemets, sauf le Sénégal, mais en tout cas le Maroc, on les attendait à avoir des victoires plus sèches, notamment face à un adversaire comme la Tanzanie sur la situation finale. J'ai revu à ralenti, il n'y a pas, peut-être pas pénalty, mais en tout cas, ils se sont fait des grosses frayeurs dans ce match. Heureusement qu'il y a Brahim Diaz qui est là, mais le Maroc, on les sent pas assurés dans cette CAN. Ils font 1-1 contre le Mali, alors que le Mali, comme tu as dit Zéphyr, c'est complètement effrayant. Et donc, bah, le Sénégal qui quand même assure, même s'ils ont fait 1-1 contre le Congo. Donc, on sent les favoris pas forcément au tournant, et les petits outsiders comme la Côte d'Ivoire, comme le Nigeria, qui eux, contre les petites équipes, sont particulièrement bons et ne laissent rien, ne laissent rien aux petites équipes. Quand on voit un Côte d'Ivoire-Burkina Faso, on sait bien que le Burkina Faso, c'est quand même moins bon que les Ivoiriens. Ils ont une grosse largesse défensive, on l'a vu sur le troisième but de la Côte d'Ivoire. Mais ça peut se comparer à une équipe comme le Bénin. Donc on voit que l'Égypte a eu tout le mal du monde à sortir le Bénin et limite sur l'ensemble du match, ils ne méritent même pas de se qualifier. On peut se poser des questions sur la suite des Pharaons. Est-ce que Mohamed Salah va vraiment réussir à amener l'Égypte au bout, sachant que Mohamed Salah, si on regarde le match contre le Bénin, si on regarde que la feuille de match, on voit qu'il a marqué un but, mais si on regarde son match en entier, il a été catastrophique, beaucoup d'occasions loupées. Juste à la fin, il met une belle louche, mais c'est un peu compliqué, en tout cas pour l'Égyptien dans ses huitièmes de finale. Donc à voir pour les Égyptiens. En tout cas, pour finir un peu ce dossier Cannes, je voudrais avoir un peu votre braquette, Zéphyr et Elias. On commençait et après je finirai par donner le mien. Elias, Vas-y, tu peux bah, commencer. voilà, je vais commencer. Je vais commencer. Bah, déjà, moi, perso, je vois pas d'étoile sur le drapeau du Mali. Donc, je vois le Sénégal passer. Voilà, froidement, le Sénégal, ils, ils vont détruire le Mali. Voilà, j'y crois pas du tout au Mali, après ce qu'ils nous ont fait quand même. Euh, voilà, j'y crois pas au Mali. Et je vois le Sénégal beaucoup plus fort, monter en puissance aussi dans la compétition. Et ensuite, bah, je vois la Côte d'Ivoire. Moi, ils m'ont impressionné, cette équipe de la Côte d'Ivoire, Amad Diallo et Diomandé notamment. Donc voilà, un Sénégal-Côte d'Ivoire en demi-finale. Et de l'autre côté, je vois le Maroc, pardon. Le Maroc, pour moi, même s'ils ont la pression face au Cameroun, parce que les Camerounais, ça peut être très très dangereux également, avec Brian Bemo, Carlos Baleba qui fait une compétition notamment exceptionnelle au milieu de terrain. Et ensuite, je vois le Nigeria, logiquement, contre l'Algérie. Et ensuite, Maroc-Nigeria. Bah, je vois le Nigeria. Voilà, je vois le Nigeria parce que le Maroc, ils auront la pression, demi-finale. Donc le Nigeria qui a aucune pression. Ils arrivent comme ça, un peu entre guillemets, les mains dans les poches. Mais en tout cas, sans pression, ils n'ont aucune pression sur eux. Donc moi, je vois bien le Nigeria avec leur attaque de feu. Et de l'autre côté, bah, je vois le Sénégal passer avec leur profondeur de banc. Et ensuite terminer avec Sénégal-Nigeria, où je vois le Sénégal gagner. Pour le coup, moi, je vois le Sénégal aller au bout de cette CAN. C'était mon favori. Je tiens ma position pour l'instant. Voilà. Toi, Zéphyr. Moi, comme je l'ai dit, je vois le Mali de mon petit chouchou Mamadou Sangaré continuer dans cette CAN tout en étant catastrophique. Donc j'y crois, je vois un Mali en demi-finale contre la Côte d'Ivoire parce que ça ne suffira pas, je pense, pour l'Égypte. Et le Mali continuer jusqu'en finale parce que ce serait beau et que je serais content pour Sangaré. Et j'y crois, je pense qu'en étant nul, il peut faire des choses magnifiques. C'est fou, non, mais ce que je vois depuis le début de cette CAN du Mali, c'est catastrophique, mais ça passe. Donc je vois pas pourquoi ça continuerait pas. Et je vois bien le Maroc, comme tu l'as dit, Elia, je te rejoins sur les deux matchs d'ailleurs du bas. Je vois bien le Maroc contre le Nigeria. Le Nigeria qui passe en finale, je te rejoins sur la pression. Et l'attaque de feu du Nigeria, je les avais annoncés au début. Je les verrais bien même aller en finale du coup. Et en finale, le Nigeria qui l'emporterait contre le Mali quand même, parce que Osimhen, Lookman, on a quand même un Nigeria qui est sacrément fort offensivement et ça détruirait le Mali en finale, je pense. Bon, écoute, je veux pas, enfin, ça va quand même être très très, très compliqué de passer après un prono comme ça, mais on sent que c'est pas du tout biaisé pour Lens, mais en tout cas, je sais pas comment on peut dire des atrocités pareilles, mais
je vois pas comment le Mali peut titiller, ne serait-ce que d'un cheveu, les Sénégalais. Je pense que ça va être 3-0, victoire sèche du Sénégal. Égypte-Côte d'Ivoire, je vois la Côte d'Ivoire parce que l'Égypte, comme j'ai dit, ça m'a pas du tout convaincu leur prestation. Après Cameroun-Maroc, je pense que le Maroc va se qualifier dans le dur, peut-être en prolongation ou voire au tir au but. Mais ça va être un gros soulagement pour les Marocains. Nigeria-Algérie, comme j'ai dit, moi je pense que je vois le Nigeria. Et comme Elias, comme Zephyr, je vois le Nigeria sortir le Maroc et aller en finale. Donc les coéquipiers d'Osimhen et Lookman en finale face au Sénégal comme Elias. Mais par contre, moi je vois le Nigeria. Je vois une victoire 2-0 ou quelque chose comme ça du Nigeria avec un but d'Osimhen, un but de Lookman ou quelque chose comme ça. Mais je vois bien les Sénégalais craquer au bout, une petite erreur de Koulibaly ou quelque chose comme ça. Mais je les vois pas s'imposer dans cette canne. Bon, passons. Est-ce que tu as un mot de la fin, Zéphyr, avant d'enchaîner sur le tennis? Juste pour le Mali, juste vous l'aurez entendu, le but de Racro à la 89e, vous l'aurez entendu avant. Voilà. Horrible, comment elle est. Horrible. Je tiens à préciser, Ok, vous verrez. Bon bah Zéphyr, je te laisse enchaîner sur le tennis, sur Arthur Fils. On espère que tu vas dire des choses plus intéressantes que ce que tu viens de pondre comme. Donc on te laisse sur Arthur Fils sur son début de saison en 2026. Donc voilà, moi j'avais à cœur de parler d'Arthur Fils qui a fait une saison 2025 contrastée. On le sait, il avait fait 3 quarts de finale consécutifs dans des Master 1000. C'est une belle performance de la part d'un Français. Les espoirs étaient nourris. On espérait qu'il continuerait sur cette lancée, qu'il irait chercher peut-être un top 10 en fin de saison. Des bons résultats qui se rapprocheraient, des meilleurs résultats en Grand Chelem, des huitièmes de finale, des quarts de finale. On avait plein d'espoir sur Arthur Fils et une fracture de fatigue au dos a eu raison de ses espoirs. Donc après un premier tour réussi contre Jarry à Roland-Garros, il a réussi dans la douleur, avec beaucoup de douleur, avec cette blessure au dos, comme je viens d'en parler, contre Mounard, à s'imposer au deuxième tour. Et il n'a pas pu disputer ce troisième tour à Roland-Garros contre Rublev. Et depuis, il avait annoncé son forfait pour Wimbledon. Il a repris à Toronto en août, mais c'était trop juste. Et il a fait un match et le deuxième, il était encore gêné physiquement. Donc il a annoncé son forfait à l'US Open. Après, il a annoncé qu'il ne ferait pas la tournée asiatique et il a annoncé sa fin de saison. Donc c'était compliqué quand même de recevoir toutes ces mauvaises nouvelles de la part d'Arthur Fils. On sait qu'il s'est entraîné au Koweït, à Dubaï, je crois. Et là, il était censé reprendre à Hong Kong. Il a annoncé son forfait. Il était censé du coup faire après l'Open d'Australie. Il a annoncé son forfait. Donc c'est compliqué. On reçoit plein de mauvaises nouvelles, mais j'aimerais savoir un petit peu vos avis. Après, on va continuer le débat sur Arthur Fils. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre de lui cette saison? Enfin, le timing de ses annonces. J'attends un petit peu vos avis. Bah écoute, je vais commencer parce que Elia, je te sens un peu stressé par ce qui se passe dans le match. Mais ouais, Zéphyr, moi je te dis, moi là où je m'inquiète un peu, c'est est-ce que Arthur Fils va vraiment réussir à revenir à son meilleur niveau, ce qu'on a vu en 2025 lors du début de saison avec les quarts en Master 1000 et même ce qu'on a vu à Hambourg en 2024 contre Zverev. Est-ce qu'il va vraiment réussir à revenir à ce niveau où il tenait tête vraiment à des top 10, à des Zverev, à des Alcaraz? C'était vraiment limite, il avait le niveau top 10, on l'attendait dans le top 10 en 2025. Donc, parce qu'on sait que c'est quand même compliqué de revenir après une longue période d'absence. Donc, je pense que l'objectif en 2026, ça va pas être forcément de vouloir revenir dans le top 10 directement. Enfin, pas revenir, mais accéder au top 10 directement, faire des demi-grands chelems. L'objectif, c'est d'abord de retrouver son jeu d'avant et après, en 2027 ou à l'US Open 2026, commencer à avoir des objectifs plus concrets. Mais là, pour l'instant, juste rejouer au tennis, ce serait une bonne chose pour Arthur Fils. Elia, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est ce que je vois pour le français l'année prochaine. Ouais, c'est clair. C'est clair pour moi, Arthur Fils, là, cette saison, ça va être une saison un peu de transition. Parce que clairement, là, il reprend, il est forfait. Il avait fait quand même un début de saison l'année dernière qui était quand même hyper impressionnant, honnêtement. Ouah, j'avais regardé les Masters 1000, là, le Double Sunshine, Indian West Miami qu'il avait enchaîné et derrière Monte Carlo, c'était quand même assez impressionnant. Il arrivait à s'offrir des victoires de prestige. Ouais, moi, je trouvais dingue dans ces tournois du Grand Chelem. Le format à 12 jours, bien évidemment, qui est un peu problématique, qui lui avait d'ailleurs causé du tort pour l'enchaînement des matchs. Et donc, peut-être que ça aussi, ça part de là, cette blessure. Mais c'est clair que là, pour cette saison, voilà, ça va être retrouver essayer d'enchaîner des matchs. Ça va être compliqué parce que je pense qu'il va vouloir
direct être dans le tableau pour l'Open d'Australie. Après, je sais pas si c'est vraiment la bonne chose de le Non, faire ou pas. il a pris le forfait, il a annoncé qu'il ferait pas. Ah, il a annoncé son forfait en Ouais, il Australie? a annoncé. Ah ouais, non, mais moi je trouve que c'est une bonne chose justement parce que comme ça il pourra revenir. On sait que ces blessures-là, elles peuvent être très contraignantes, notamment si on les soigne pas bien. Et donc forcément, nous on veut un Arthur Fils en tant que Français au pic de sa forme et à son meilleur niveau parce que voilà, c'est là où on l'attend. C'est notre plus grand espoir français. Il est jeune. Et c'est vrai que ces blessures de fatigue, quand tu es jeune, ça augure rien de bon pour la suite de la carrière. Mais on espère qu'il travaille bien avec son équipe et pour revenir à un niveau qui est le sien, un niveau top 15 top 10 comme on l'a dit. Il doit clairement viser ce niveau-là quand il reviendra. Donc moi, j'ai bon espoir. Et je suis content que tu m'apprennes parce que j'avais loupé l'info, j'ai vu qu'il avait déclaré forfait pour les petits tournois, mais j'avais pas vu pour l'Australie. Donc je trouve que c'est bénéfique. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est bénéfique qu'il loupe l'Open d'Australie pour se concentrer sur sa réhabilitation à jouer au plus haut niveau. Zéphir. Après, vous le disiez pas, ne pas le voir revenir déjà dans un excellent niveau, ne pas revenir, enfin, ne pas espérer un top 10 cette saison. Mais déjà, je suis d'accord pour la simple et bonne raison qu'on l'a dit, l'an dernier, il a fait un début de saison tonitruant, il avait fait 3 quarts de Master 1000 consécutifs, et le nombre de points qu'il va perdre, ça va être conséquent. Et là, en fait, je pense qu'Arthur Fils a appris de ce qu'il a raté la saison dernière. Après Roland Garros, il était son dos, il l'a dit dans sa vidéo YouTube, je vous conseille d'aller la regarder. Il avait énormément fragilisé son dos et il a pris la décision d'aller rejouer à Toronto début août. Mais il n'était pas encore prêt physiquement et il a compris que c'était trop tôt et il a compris que la prochaine fois, il devrait attendre pour être vraiment prêt. Donc là, ça fait des mois et des mois qu'il s'entraîne au Koweït. Il a été voir plein de réhabilitateurs physiques, de médecins, de kinés. Enfin, il a pris plein d'avis. Et je pense que Arthur Fils ne sort que grandi de cette épreuve. Alors, certes, c'est dur parce qu'il était dans une excellente saison, qu'il pouvait espérer de grandes choses. Mais pour moi, un Arthur Fils qui peut espérer cette saison parce qu'il a mûri, il est devenu plus mature, parce qu'il a compris maintenant les signaux d'alerte, il va les sentir. Et quand il sera dans des phases un peu plus compliquées, parce que son dos, ça va revenir, hein, ses blessures. C'est pas quelque chose qui va disparaître du jour au lendemain. Donc là, il sent que c'est un peu compliqué pour le début de saison. Il prend son temps. Il va prendre son temps jusqu'à ce que ce soit bon. Après, il pourra enchaîner, il pourra revenir à un bon niveau. Moi, je pense qu'il n'y a pas de souci d'ici. Oui, tu l'as dit, Elias, c'est la saison de transition. Parce que c'est trop dangereux de reprendre trop vite, trop tôt. Donc, c'est la saison de transition et il n'y a pas de souci. Je pense que 2027 sera son année où il pourra enfin tout casser. Il aura juste pris un peu de retard dans sa carrière, mais il est encore très jeune. Il aura que 23 ans l'an prochain. 23 ans, il peut encore faire de très belles choses. Donc, pour moi, cette année, oui, Arthur, je rejoins ce que tu as dit. Aller chercher peut-être viser un résultat à l'US Open, un petit huitième, chose qu'il a encore jamais réussi à faire en Grand Chelem, mais pas avant, parce qu'avant, ça va être se remettre à jouer mieux au tennis. On sait qu'il rejoue mieux, enfin qu'il rejoue là au Koweït, à Dubaï, je l'ai dit, mais il va prendre du temps, il va faire progressif. Je pense qu'il va très bien faire les choses, Arthur Fils. Il s'est professionnalisé. Il a dit qu'il avait perdu beaucoup de poids pour prendre beaucoup de muscles aussi. Donc j'ai confiance en Arthur Fils et en capacité du français. Bah effectivement Zephyr surtout il a sorti une vidéo YouTube là cette semaine sur sa chaîne où on voyait vraiment qu'il s'est beaucoup plus professionnalisé, maintenant il a un kiné qui l'accompagne et ça c'est quand même très rassurant quand on sait que c'est quelqu'un qui a eu une année très très galère l'année dernière, de savoir que là il est accompagné, qu'il prend pas les mauvaises décisions, là il pourra aller jouer à l'Open d'Australie, je pense qu'il se dit que il va pas revenir d'un coup dans un grand chelem où c'est quelque chose de très intensif en 3 sets gagnants et des matchs très rudes. Donc c'est quand même très rassurant pour le français. En tout cas, les mecs, j'avais un truc à dire, c'est que là, la saison elle vient de redémarrer, donc ça fait quand même du bien de revoir du tennis. On a l'horrible United Cup qui est en ce moment, on a une belle victoire d'Arthur Hinderknecht contre Koboli quand même, donc intéressant. Mais je voulais vous demander quel est un peu votre prono pour. Enfin, est-ce qu'un Français, là, à court terme, là, en janvier ou en février, va potentiellement faire une grosse performance? On sait qu'Alexandre Muller avait gagné Hong Kong à la même période l'année dernière. Est-ce que vous pensez qu'il va potentiellement faire le back-to-back ou ça va être un début d'année un peu mauvais pour les tricolores? Elias, si tu veux démarrer, après, c'est pour finir un peu le podcast sur une bonne note. Ouais,
Bien sûr, moi je pense que tu l'as mentionné. Pour moi, Arthur Hinderknecht, en plus sur une surface qu'il affectionne particulièrement à l'Open d'Australie, voilà, qui a fini quand même la saison dernière, notamment je pense à Shanghai et la cousinade en trombe. Ouais, je le vois bien, moi, Arthur Fils, pardon, Hinderknecht, voilà, quand même bien performé en ce début de saison. Voilà, on l'a vu quand même en jambes contre Koboli. Ouais, pour moi, c'est quand même assez rassurant de voir ça de la part du Français, même si c'est voilà, dans un tournoi quand même qui est assez discutable, la United Cup, mais voilà, ça fait plaisir de le voir à un bon niveau et j'espère qu'il va confirmer parce que c'est un joueur voilà, qu'on n'attend pas vraiment à chaque fois et il arrive à nous surprendre, souvent en Grand Chelem où il fait des upsets contre des gros joueurs. Donc ouais, moi, Rinderknecht, je l'attends sur ce début de saison. Et pourquoi pas aller le plus loin possible à l'Australie. C'est possible, embêter des gros. Voilà, moi je place mes espoirs en Rinderknecht sur ce début de saison. Après, on verra notamment, pourquoi pas, le retour de Hugo Humbert, qui est quand même dans un marasme un peu terrible, Hugo. Voilà, donc on espère qu'il reviendra également. C'est fier. À l'instant, Chelsea qui vient de finir et qui a perdu 2-1, donc un nouvel entraîneur avec 100% de défaite. En attendant, Liam Rodemuller, petite parenthèse de Chelsea. Non, mais après, pour le tennis, non, on sait que Moutet, moi je pense à Moutet, parce que Moutet réussit quand même mieux souvent les autres que les autres Français, les grands chelems. Donc je vois bien Moutet aller chercher souvent ce qu'il a réussi à faire ces dernières années, que ce soit à Roland ou à l'Open d'Australie, je crois l'an dernier, il a fait un huitième. Je vois bien Moutet réitérer comme l'an dernier à l'Open d'Australie et faire un huitième parce qu'il a cette capacité à s'accrocher toujours dans les grands chelems, chose que les autres Français n'ont pas autant que lui. Et l'autre, c'est Royer. Royer qu'on avait vu très intéressant à l'US Open, qui monte en puissance au fil surtout la dernière saison, on a vu qu'il devenait un joueur très intéressant. Et je le vois bien continuer sur sa lancée de l'an dernier et bien progresser cette année avec une arrivée dans le top 50. Déjà, ce serait des très bons progrès. Et des petits résultats en Master 1000, etc., qui pourraient suivre. Je vois bien Royer. Bien sûr. Bah écoute, déjà j'étais très déçu de voir Hugo Humbert perdre contre Nori, il s'est fait remonter comme... Enfin, il a eu 3 balles de match, il les a loupées, après il se fait remonter dans le troisième set, donc c'est dommage pour lui. On sait que c'est un joueur qui a du mal à avoir une stabilité de résultat et qui est souvent... qui fait des grosses perfs, puis après a du mal et sort au premier tour d'un grand chelem. Donc ça va être intéressant, comme tu l'as dit Elias, de suivre sa saison. Moi j'aimerais bien voir tous les nouveaux Français qui arrivent sur le circuit, les Moïse Kouamé, etc. Voir s'ils peuvent un peu confirmer sur le circuit principal. Pourquoi pas Gabriel Debreu aussi, on a beaucoup entendu parler de lui après sa victoire à Roland Garros, mais là il est parti en université américaine, donc on va voir s'il va arriver à jouer quelques tournois et faire pourquoi pas des bonnes perfs. Après sinon... moi, j'aimerais bien voir au niveau du tennis féminin, moi j'aimerais bien revoir un peu plus de Loïs Boisson, voir si elle va pouvoir confirmer Roland Garros, parce que je pense que si elle fait premier ou deuxième tour à Roland, elle va limite sortir du top 100, donc il va falloir faire gaffe. Sinon, après, pour un petit résultat là, qu'on a eu, c'est Antoine Semenyo qui part demain, qui va signer à City demain, qui vient d'inscrire le but vainqueur contre Tottenham, donc la belle histoire, et victoire de Bournemouth contre Tottenham. Est-ce que Zéphyr, t'as eu un petit truc à ajouter? Ouais, tu parlais de Loïs Boisson, je trouve qu'on l'a vu surtout sur terre battue où elle avait confirmé en gagnant le 250 à Hambourg quelques semaines après Roland Garros. Toute la difficulté, ça va être confirmé à l'US Open ou confirmé sur dur, pardon. On l'avait vu à l'US Open où ça avait été un peu plus compliqué, mais de sa capacité tennistique et de son potentiel, elle peut réussir sur dur. Et ça va être là tout son défi, parce que sur terre battue, on sait qu'elle est forte. Maintenant, il va falloir confirmer à un tel niveau sur dur, ce qui n'est pas chose facile. Bah écoutez, merci les mecs. On clôture un peu cette parenthèse tennis et ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine après les quarts de finale de la CAN. On vous débriefera bien évidemment tout ce qui s'est passé. On espère un Mali en demi-finale pour Zéphyr. Et en tout cas, à la semaine prochaine. Je sais pas si vous avez un petit mot de la fin. J'ai un mot de la fin. Arsenal sera champion. Bah écoute, ça dépend du match de demain contre Liverpool. Si Liverpool gagne, ça va quand même changer énormément de choses. On vous débriefera aussi le match Arsenal-Liverpool dans notre prochain podcast. Moi je vois Liverpool gagner demain. Après, Elias a l'air dépité, mais
On verra bien ce qui se passe demain. Zéphyr, un petit mot de la fin. On voit le désespoir en tout cas du côté d'Elias, mais ouais, moi je voulais parler de. On vous verrez demain, il y aura un petit Real Atleti, très sympathique, mais on va voir la capacité du Real à continuer à évoluer sans Kylian Mbappé. Ça peut être très intéressant et on peut voir un paradoxe. Le Real pourrait-il être meilleur sans Mbappé alors qu'Mbappé est peut-être le meilleur joueur du monde? C'est tout un paradoxe à suivre et on en parlera bientôt. Ouais. À, no- C'est penché. ouais. À noter aussi la victoire du Barça 5-0 contre l'Athletic Bilbao. Assez impressionnant pour les Blaugrana. Donc merci les mecs et on se retrouve la semaine prochaine.